Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire Les mobilités du e-commerce, la présentation des travaux de la chaire logistique autour du e-commerce. Nous sommes en compagnie d'Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Qui nous fera cette présentation d'environ 1 heure, dont vos questions-réponses. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez vous saluer comme j'ai pu le faire à l'instant. Vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble de notre prochaine programmation. Et dans l'onglet questions, vous avez la possibilité de poser des questions à Hélène qui vous y répondra à la fin de sa présentation. Plusieurs temps, donc ce temps de présentation de plateforme. Maintenant, je vais prendre la parole, enfin je vais continuer de prendre la parole pour vous présenter les chiffres de Cap Digital et ensuite je laisserai Hélène dérouler sa présentation et ensuite vous reposez vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc les chiffres de Cap Digital 2019, donc nous sommes un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 90 grands groupes, 70 EEFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons 15 ans d'ancienneté et nous sommes composés de 40 collaborateurs, donc une équipe permanente et de 120 experts. Sachez qu'en tant qu'adhérent de Cap Digital, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec l'ensemble de nos collaborateurs qui seront un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Et en tant que non-adhérent, vous avez aussi la possibilité de nous contacter et puis vous renseigner sur les différentes offres de services que nous pouvons vous offrir. Nous avons d'ailleurs un prochain événement au mois de mai qui vous présentera les offres de services de Cap Digital et de Business France. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Vous pouvez le trouver dans le lien qui vous a été mis dans le chat. Je reprends sur les petits chiffres. Donc, plus de 120 événements ont été organisés en 2019 par Cap Digital et nous avons eu la chance de pouvoir accueillir plus de 12 000 visiteurs sur le festival Futur en scène. Je continue concernant les projets donc de recherche et développement. Nous avons reçu 3014 projets de recherche et développement depuis 2006, dont 1624 ont été labellisés et 856 ont été financés. Concernant l'accélération, donc 1 milliard de levées par les entreprises du pôle en 2019, dont 72 via nos services d'accélération et de recherche et développement. 40% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. À propos de la transformation numérique, nous avons eu l'occasion en 2019, via nos différents programmes, d'organiser plus de 100 mises en relation qualifiées. Et nous avons mené, depuis 2015, plus de 100 projets d'Open Innovation. J'en ai bientôt terminé, je laisserai la parole à Hélène par la suite. Donc, les chiffres concernant l'Europe. Donc, plus de 40 projets européens ont été menés, dans lequel le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. Nous sommes également le premier cluster européen à accéder au statut de Core Partner au sein de l'IT, et là, en l'occurrence, l'IT Health. Et il faut savoir aussi que plus de 250 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Je vais laisser la parole à Hélène. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc le replay vous sera envoyé à la fin de la présentation, accompagné également du support. Juste pour rappel, le chat pour pouvoir interagir entre nous, les questions à laquelle on répondra à la fin du webinaire, à la fin de la présentation d'Hélène. Donc, je reprendrai la parole à ce moment-là. Hélène, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Oui, je m'appelle Hélène Bourguignoret. Je suis chercheuse postdoctorale attachée à la chaire Logistics City de l'Université Gustave Eiffel depuis janvier 2020. Donc, après avoir soutenu ma thèse à Bruxelles en 2019 sur le commerce omnicanal, ses implications sur le transport de marchandises et de personnes et son impact environnemental. Donc, voici le plan de la présentation qui sera divisé en 5 parties. Je présente d'abord notre chaire de recherche, sa composition et son programme scientifique. Puis, je vous donne quelques chiffres qui résument l'état de l'adoption et de la maturisation du e-commerce après 2020 en France, où le monde entier a reçu une sorte de cours intensif sur l'achat en ligne.
Dans la troisième partie, je fais un aperçu des principaux acteurs du paysage de e-commerce. Après, je résume les éléments qui déterminent l'impact du e-commerce sur les mobilités et sur l'environnement. Et enfin, je propose quelques stratégies permettant de réduire l'impact du e-commerce. Donc d'abord, la présentation de la chaire, qui est fondée en 2019 et dirigée par Laetitia Dablan. Initialement en partenariat avec Solaris, spécialiste du développement des sites de logistique urbain, et puis rejointe par Postimo, la société immobilière du groupe La Poste et la région Île-de-France. Donc l'équipe comprend 2 chercheurs postdoctoraux, dont moi-même, pour mener les travaux de recherche, et nous accueillons également chaque année une équipe de stagiaires de recherche dont certains sont en partenariat. Le programme scientifique porte sur 2 axes. Le thème 1 se concentre sur l'entrepôt et l'immobilier de la logistique urbaine en adoptant à la fois une macro-perspective de développement dans différentes villes internationales et une micro-perspective de l'urbanisme et la gouvernance impliquée. Moi, je travaille principalement sur le thème 2, autour des nouvelles tendances et des pratiques de consommation, de production et de distribution qui ont un impact sur la logistique urbaine, dont le e-commerce est un des développements importants. Nous diffusons bien sûr nos résultats de nos recherches par différents moyens, en plus des publications scientifiques et des présentations lors des conférences. Et une production importante de la chaire est le livret que nous publions chaque année en version numérique et en version papier. Le premier sur les nouveaux lieux, bâtiments et immobiliers de la logistique urbaine est disponible en français et en anglais sur notre site. Et le deuxième sur le même thème que cette présentation est en cours de finalisation et sera partagé très bientôt. Nous avons également lancé au début de l'année un site web que nous avons appelé E-Commerce Mobilities Observatory, où nous recueillons des informations et des données sur le e-commerce, les acteurs impliqués, les mobilités qu'ils génèrent et les entrepôts dont ils dépendent. Donc, je vous invite à le consulter et à nous faire part de vos commentaires ou des données intéressantes que nous pourrions ajouter. Puis, quelques chiffres sur le e-commerce après 2020. Je voudrais dire après la crise sanitaire, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore là. Comme nous savons, tout maintenant, la crise a eu un impact majeur sur les achats en ligne. Et cette image montre le nombre de recherches Google sur la livraison dans différentes langues et pour différents pays. Avec en rouge, le moment où les premiers confinements ont commencé et l'explosion des recherches qui a suivi pour la livraison. Une augmentation des livraisons implique une augmentation des colis et des changements significatifs ont été détectés en ce qui concerne qui achète en ligne, donc y compris des personnes plus âgées. Qu'est-ce qui est acheté, y compris de l'alimentation par exemple, en quelle quantité et à quelle fréquence. Et on estime qu'en 3 ans, le volume quotidien des colis B2C, donc Business to Consumer, en France aurait doublé pour atteindre 4 millions de colis par jour. C'est le résultat d'un chiffre d'affaires qui augmente depuis des années. Depuis 2010, le taux de croissance annuel moyen était de 14%. Et de 2019 à 2020, ce chiffre aurait augmenté d'un peu moins de 9%. Et cette figure-là montre les chiffres pour tous les biens et les services achetés en ligne. Par contre, les achats de services ont diminué de 10% l'année passée parce que cette catégorie, effectivement, comprend des billets pour des voyages et des événements, ce qui n'était pas vraiment possible l'année passée. Mais cette baisse a été plus que compensée par une forte augmentation des achats de biens. Si on regarde le secteur du commerce en général en France, on constate qu'il évolue dans 2 directions. Alors que le commerce en ligne augmente, le commerce en magasin reste assez stable. Et alors que le chiffre d'affaires du e-commerce a augmenté l'année passée, le chiffre global du secteur a diminué.
Si on regarde les marchés du e-commerce les plus développés, comme au Royaume-Uni et en Chine, on constate que le potentiel de croissance pour l'avenir est encore important. Mais le paysage du e-commerce est caractérisé par différents acteurs et pas seulement Amazon, différents acteurs de différentes tailles et avec différents modèles économiques. Mais à côté des détaillants, aussi les entreprises de livraison et des consommateurs qui jouent un rôle important. Pour les e-commerçants, il existe différents modèles de vendre en ligne. Au milieu, le modèle le plus souvent associé au e-commerce sont les pure players. Ils ont seulement un webshop et les exemples que j'ai ajoutés ici sont Zalando, VP et Cdiscount. À droite, on trouve un modèle plus récent, principalement des acteurs traditionnels qui ont intégré un webshop dans leur activité, des détaillants omnicanaux. Cela fonctionne également dans le sens inverse avec les détaillants en ligne qui mettent en place un réseau de magasins. Parmi les exemples, on trouve Fnac Darty, Decathlon, mais aussi les supermarchés comme Monoprix. Enfin, en gauche, quelques exemples de places de marché électroniques où une plateforme en ligne est ouverte à des tiers pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Amazon, le chinois Alibaba et l'américain Wish sont des exemples bien connus. Comme le montrent les logos sur cette diapo, plusieurs grands détaillants sont à la fois des places de marché et des pure players, donc c'est-à-dire ils vendent leurs propres produits et ceux des autres. Hors alimentaire, Amazon est à la première place sur le marché français, avec un chiffre d'affaires communiqué à la presse de presque 6 milliards d'euros en 2019, en hausse de 25% par rapport à 2018, et détient une part de marché estimée à environ 20% avec sa place de marché. Mais, comme vous voyez ici, après Amazon, les détaillants qui suivent sont français, comme Cdiscount, VP, Fnac Darty, etc. On constate qu'il y a deux tendances qui sont encore plus fortes après 2020 qu'avant. Une certaine omnicanalisation pour les détaillants omnicanaux. Les ventes en ligne ont augmenté de 50% en 2020 par rapport à 2019. Mais aussi une concentration, seulement 1% des sites en 2019, c'est-à-dire environ 2000 sites, réalisent 75% des chiffres d'affaires. Ces développements du e-commerce ont également un impact sur d'autres secteurs, comme cette figure montre une augmentation pour une augmentation pour les 10 dernières années du chiffre d'affaires. On voit des services de poste ici dans la ligne rouge et des services d'entreposage ici dans la ligne en violette. Parallèlement à l'augmentation du e-commerce, qui est visible ici dans la ligne orange. Aussi d'importance des autres auto-entrepreneurs de la livraison est en croissance, notamment en réseau des plateformes de livraison instantanée comme Uber Eats et Deliveroo. Ils sont également appelés gig workers ou riders à l'étranger. À l'instant, l'attention et la pression pour un changement de leur statut précaire augmentent un peu partout. Et depuis quelques années, la chaire organise un sondage auprès de ces auto-entrepreneurs pour les rendre plus visibles. Voici quelques chiffres tirés de l'enquête de l'année passée. Seulement 14% des personnes interrogées étaient françaises. Plus d'un tiers d'entre eux utilisent un compte partagé et 3/4 font la livraison à plein temps. Les scooters sont de plus en plus utilisés, ainsi que les vélos Vélib, et près de 30% ont déjà eu un accident. En modifiant leur habitude de consommation, les consommateurs sont le moteur du e-commerce et ils sont de plus en plus chargés de définir le service logistique que leur convient. Par contraction avec producteurs et logistique, ils sont également appelés consommateurs et loxomateurs. Et pour un e-commerce plus durable, les consommateurs sont aussi des acteurs clés.
Et cela devient plus évident dans cette troisième partie. Je discute l'impact du e-commerce sur la mobilité et les implications sur l'environnement. Donc, depuis presque 20 ans, on réalise des études sur ce sujet, indiquant souvent que le e-commerce est le moyen plus durable de faire ses achats. Bien que l'utilisation des emballages, d'Internet et des bâtiments, à la fois des magasins et des entrepôts, ne soit pas insignifiante, elle est moins indéterminante en termes d'impact environnemental. La mobilité des marchandises et des personnes, en revanche, est le facteur le plus important qui détermine si les achats physiques ou les achats virtuels sont meilleurs pour l'environnement. Parce que l'e-commerce implique un transport plus professionnel dans lequel un véhicule de livraison livre plusieurs ménages dans un trajet le plus efficace possible, contrairement aux ménages qui se déplacent tous individuellement en voiture jusqu'au magasin, les kilomètres de transport par achat sont beaucoup plus faibles pour le e-commerce. Ces deux modèles sont illustrés dans les images de cette diapo. Et cela contrebalance également l'impact environnemental plus lourd des véhicules utilitaires par rapport aux véhicules personnels. Pourtant, dans un contexte urbain, comme celui de Paris, la voiture est un moyen de transport beaucoup moins courant pour faire des achats, mais la plupart des études n'utilisent pas vraiment ce schéma. Donc, à partir de cette base de données dans laquelle un achat en ligne remplace un achat en magasin par voiture, la recherche converge vers le e-commerce comme l'option d'achat la plus durable. Le graphique ici, présenté, résume des calculs tirés de plusieurs études avec le commerce électronique d'un côté et le commerce en magasin d'autre côté. Et le box diagramme du e-commerce est plus bas et plus petit, comme vous voyez ici, ce qui signifie que les émissions de CO2 par achat sont plus faibles dans la plupart des études et qu'il y a également moins de variations par rapport aux achats traditionnels. Pour les achats physiques, les variations entre les différentes études sont beaucoup plus importantes et dans la majorité des études, les émissions de CO2 par achat sont également plus élevées. Mais si on compare les deux modèles pour les achats physiques, la localisation du magasin est importante, proche du local et loin ou distant, parce que ça détermine aussi le mode de transport et le type de véhicule. Dans cet aperçu, plusieurs modes de transport sont pris en compte, la marche, le vélo, le transport public et la voiture personnelle. En termes de type de véhicule, la différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique est importante aussi. Dans le cas d'une voiture personnelle, l'impact par achat devient plus faible si le consommateur combine plusieurs activités lors d'un voyage ou se déplace dédié au achat. En ce qui nous appelons ici enchaînement, mais ce qu'on appelle aussi trip chaining dans la littérature. Pour le e-commerce également, la localisation d'un entrepôt détermine le mode de transport et le type de véhicule. Ici, on prend en compte les véhicules utilitaires classiques, mais aussi les cargos vélos. On fait également une distinction entre les véhicules thermiques et électriques. Pour la mobilité des marchandises, le taux de charge est important, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la capacité d'un véhicule est utilisée. Dans ce scénario, un certain nombre d'autres facteurs sont importants, comme le type et la quantité d'emballage, la réussite ou l'échec de la livraison et le retour ou non de l'achat. Ces facteurs ne sont pas importants dans un scénario de commerce traditionnel, mais très importants dans un scénario de commerce électronique. Entre 7 et 20% de livraisons échouent en France et en moyenne, entre 10 et 20% sont retournées, bien que cette proportion soit plus élevée pour certaines catégories de produits, comme les vêtements, par exemple. Une partie non négligeable des livraisons, surtout en France, est destinée au point relais, ce qui donne une combinaison de transport de personnes et de marchandises. La distance et le type de transport utilisé sont donc des facteurs importants pour l'impact des achats en ligne. De même, lorsque la livraison sont ratées et arrive dans un point relais, ce trajet de collecte s'applique aussi. Dans une étude réalisée à Bruxelles il y a quelques années,
Près de 3/4 des utilisateurs de points relais venaient chercher un colis après une livraison ratée à domicile. Donc, c'est quand même significant. Mais un facteur jusqu'ici peu exploré dans la discussion de l'impact du e-commerce est le comportement d'achat et de déplacement des consommateurs. On considère souvent qu'un achat en ligne remplace un achat au magasin, mais il existe 4 autres comportements possibles qui compliquent l'évaluation de l'impact du e-commerce. Le comportement omnicanal, qui implique des déplacements dans un magasin avant ou après un achat en ligne. La fragmentation, qui consiste à diviser un même achat en plusieurs petits achats. Le fait que grâce à des offres bon marché en ligne ou des fêtes commerciales comme le Black Friday, on peut faire plus avec le même budget. Et le fait que grâce au temps que le e-commerce nous fait gagner, nous faisons d'autres déplacements à la place. Je donne des exemples de ces effets dans les diapos suivants, mais en réalité, leur impact dépend beaucoup de chaque personne et de chaque situation. Le premier effet, ce graphique résume une enquête menée en Belgique dans laquelle les clients d'un détaillant de chaussures omnicanal ont été interrogés sur leur dernier achat, online ou offline, et sur le déplacement qu'ils ont effectué par rapport à cet achat. Ces informations, qui comprenaient également des questions sur la distance, le type de véhicule, etc., ainsi que des informations sur la livraison, montrent que le e-commerce est effectivement l'option la plus durable. C'est le deuxième profil ici, le online shopper. Mais si les consommateurs se rendent dans un magasin pour tester l'offre, par exemple, avant l'achat en ligne, ce qui correspond ici au profil du showroomer, ou s'ils récupèrent leur commande en ligne dans le magasin, ce qui correspond ici au profil de Click and Collect Shopper, l'impact est supérieur ou égal à celui d'un achat traditionnel en magasin. Et ici, c'est le premier profil. Mais il est très important de souligner ici que nous parlons d'un détaillant belge qui approvisionne son magasin et organise sa livraison à domicile à partir du même entrepôt central et que la plupart des consommateurs se déplacent en voiture. Donc, ce sont des paramètres assez importants. Le deuxième effet, ces graphiques montrent une fragmentation possible dans les achats alimentaires. Ce sont des sondages réalisés à Paris et à New York et ils montrent que les Parisiens et les New-Yorkais qui commandent leurs courses en ligne une ou plusieurs fois par semaine se rendent encore fréquemment au supermarché pour des achats supplémentaires. Il y a donc peu de différence entre ceux qui achètent rarement en ligne et ceux qui achètent souvent en ligne. Mais dans le cas des bâtiments, le cas des habitants urbains, on peut toutefois supposer qu'ils se placent à pied ou à vélo, par exemple. Toutefois, en France, on constate également que la fréquence d'achat augmente, mais le panier moyen diminue, ce qui signifie qu'il faut effectuer davantage de livraisons pour le même nombre d'achats. Le troisième effet, l'Internet est souvent critiqué pour être une source de surconsommation, qui est peut-être le plus grand impact environnemental. On manque de données pour le confirmer et pour plus précisément calculer l'impact, mais on constate des fortes augmentations des ventes lors du Black Friday, par exemple, où non seulement les achats en ligne explosent, mais aussi les retours le lundi suivant. Finalement, la question se pose de ce que nous faisons de temps libéré par le déplacement au magasin, les préparations des repas et la gestion des courses. Des recherches récentes menées aux États-Unis montrent que les acheteurs en ligne actifs sont nettement plus tentés les recherches montrent que les acheteurs en ligne actifs sont nettement plus tentés de se déplacer pour d'autres activités et ils parcourent des distances bien plus importantes en voiture. Donc, le nombre d'activités supplémentaires est indiqué dans le graphique de gauche et la distance supplémentaire parcourue est indiquée ici dans le graphique de droite. Cette analyse compare des ménages présentant les mêmes caractéristiques qui globalement ne diffèrent que par le niveau d'activité de leur achat en ligne.
En général, on observe que les kilomètres pour le transport de marchandises en Europe augmentent, mais aussi pour le transport de passagers. Donc, le comportement des consommateurs est important, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile aujourd'hui de faire des choix raisonnés et durables avec l'offre en ligne actuelle de livraison et de retour toujours plus rapide, plus facile et gratuit. Par exemple, des recherches menées aux États-Unis montrent que les émissions nitrogène et de CO2 sont réduites lorsque la livraison dure plus longtemps, ce que les entreprises de transport disent déjà depuis longtemps, mais qui interfèrent avec les services que les détaillants veulent offrir. On peut voir sur ce graphique ici que les émissions diminuent quand les achats sont livrés dans 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures et 80 heures. Toutefois, il existe plusieurs stratégies qui permettent un e-commerce de demain plus durable. Mais cela implique un effort commun de la part des détaillants, des entreprises de transport et aussi des consommateurs pour offrir des options de livraison durable et de faire des choix durables. Je propose quelques suggestions en fonction de différentes étapes de la livraison. D'abord, ce que nous savons grâce à des expérimentations de choix, c'est que les consommateurs sont prêts à attendre plus longtemps leur achat ou de récupérer en point relais si la livraison et les retours sont gratuits. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus important que le lieu et le délai de la livraison. On peut le voir dans ces 3 figures ici, où la livraison de lendemain à domicile est seulement légèrement préférée aux autres options. Mais souvent, les consommateurs choisissent une option de livraison parce qu'ils ne savent pas que certaines options sont plus durables que d'autres. Une expérimentation montre que les petits ajustements dans la fenêtre de commande peuvent être très efficaces pour les encourager à faire un choix plus durable. Par exemple, dans le groupe de contrôle, seulement 9% des répondants ont choisi une livraison lente. Mais lorsque nous avons ajouté un message informatif ou une campagne d'information sur les réseaux sociaux sur la livraison durable, ce chiffre a passé à plus de la moitié. Et même si cela ne fonctionne que pour une petite partie des consommateurs, il est possible de réduire la distance parcourue pour la livraison. Ce graphique montre que les véhicules kilomètres peuvent être économisés si 40% des consommateurs sont sensibilisés et encore plus si 60, 90 ou encore 100% des consommateurs répondent. Cette diapo ici montre un exemple de manière dont la supermarché en ligne Ocado au Royaume-Uni encourage les consommateurs à choisir une heure de livraison quand un trajet près de chez eux est déjà programmé. En ce qui concerne le stockage, on observe une tendance vers des entrepôts plus proches des consommateurs. Nous avons bien sûr des exemples à Paris, entre autres plusieurs projets de partenaires de la chaire organisés pour Simo, mais aussi à Barcelone où Amazon a repris une ancienne maison d'édition, à Hong Kong où les camions ont accès à 15 étages par une rampe et plusieurs projets à New York. En accord avec cela, des collègues des États-Unis ont mené une étude visant à faciliter l'utilisation efficace des espaces pour le transport de marchandises pour différents secteurs et différents types de bâtiments. Avec un hub urbain à Beaugrenelle, Chronopost peut réduire 51% de ses émissions de CO2, selon un rapport reprenant des chiffres de 2016. En accord avec cela, selon des recherches menées par le MIT plus récent, pour le e-commerce, cela pourra signifier une réduction de 50% des émissions liées au transport et une réduction de 10% par colis. Les entrepôts plus proches facilitent également l'utilisation des véhicules à zéro émission, tels que les camionnettes et aussi les cargo vélos. Ils existent en plusieurs tailles et sont testés par presque toutes les entreprises de transport dans ce secteur du e-commerce. Une grande variété de véhicules est possible, comme par exemple des rickshaws ici électriques que IKEA utilise en Inde. Au contraire, les camions électriques ou d'autres technologies telles que l'hydrogène pour approvisionner des entrepôts urbains sont pour l'instant moins matures. Encore plus loin d'être matures, des véhicules électriques autonomes sont testés largement en Chine et aux États-Unis pendant la crise sanitaire.
Il s'agit de drones, de robots de trottoir et de robots routiers. Le robot routier lent de Nuro, ce qu'on voit ici en bas, est devenu le premier à obtenir une licence pour déployer commercialement sa flotte sur les routes publiques en Californie. Les véhicules électriques obtiennent de bons résultats, non seulement en termes d'émissions locales, mais aussi en termes d'émissions globales de CO2. Et cette figure est tirée d'un rapport français sur les véhicules utilitaires légers. Finalement, les points relais, en particulier dans les zones urbaines, peuvent réduire l'impact environnemental du e-commerce. Voici une photo d'un point relais dans ma rue et une drive piéton pour récupérer les courses. Les consignes automatiques dans les bureaux, les gares ou les lieux publics sont également une alternative qui gagne en importance. Et les avantages sont nombreux pour les livreurs de colis eux-mêmes, mais aussi les consommateurs, les propriétaires de points relais et la société en général. Mais l'utilisation en France est cependant en baisse. Donc, il serait préférable de l'encourager au moment de l'achat par un avantage de prix ou par des moyens non financiers que j'ai montrés déjà avant. Pour les maisons moins urbaines, il existe des alternatives telles qu'une grande boîte aux lettres pour les colis, un consigne temporaire ou des serrures intelligentes qui permettent de donner l'accès à la porte d'entrée ou au garage, par exemple. Finalement, pour éviter que les achats électroniques, une fois livrés, ne doivent pas répartir et doubler le trajet initial, il y a aussi beaucoup de place pour améliorer des informations sur les produits en ligne en donnant plus d'informations sur le matériel et la forme, en intégrant un assistant virtuel ou même en travaillant avec la réalité augmentée, comme le montrent les exemples ici pour ajouter les montres ou les lunettes ou déterminer la taille des chaussures. De cette façon, le nombre de retours peut être réduit. Voilà, je termine ici ma présentation. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour accéder à nos résultats de recherche et pour... Merci beaucoup, Hélène. Donc, comme Hélène vient de le préciser, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet questions en haut à droite de votre écran. Hélène y répondra de suite. Hélène, est-ce que vous pouvez mettre également en lien téléchargeable dans le chat les différents sites que vous venez de mettre en lumière là, sur la dernière slide? Voilà. Le temps que vous puissiez faire ça et que chacun pose les différentes questions, je vais moi reprendre la parole pour vous présenter les prochains webinaires que nous organisons. Donc, le vendredi 9 avril de 10h à 11h, nous organisons un webinaire sur la logistique des circuits courts alimentaires, donc en partenariat avec le CEREMA. Nous aurons également la présence du laboratoire de l'Université Gustave Eiffel sur la logistique des circuits courts, la charrette et Euralogistique, ainsi que le directeur général de Otera. Le 13 avril, de 10h à 11h15, une thématique qui est beaucoup abordée actuellement sur les stratégies gagnant-gagnant pour les nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire. Donc, une fois qu'Hélène aura fini de mettre l'ensemble des liens, je vous mettrai également le lien pour pouvoir vous inscrire à l'ensemble de nos webinaires. Ensuite, pour le jeudi 15 avril 2021, de 10h à midi, donc un panorama des appels à projets nationaux et aides à l'innovation en Hauts-de-France. Donc, c'est un format un peu plus conséquent parce que nous avons beaucoup plus d'interlocuteurs, notamment de la région et institutionnelle. La BPI, Euratechnologie, la région Hauts-de-France et HDFID prendront la parole pour vous faire voilà, ce petit panorama, petit conséquent panorama des appels à projets et des aides à l'innovation en Hauts-de-France. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le mardi 11 mai, de 10h à 11h15, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs de la nouvelle mobilité.
Donc, un partenariat avec ce nouvel écosystème Move Factory, qui est un écosystème qui a été créé par Mobivia. Voilà, j'en ai terminé. Je pense qu'il y a une question. Voilà. Hélène, la part de la navigation web dans l'empreinte carbone globale du e-commerce est-elle mesurable et signifiante? Oui, effectivement, il y a des chercheurs qui ont essayé de calculer l'impact d'utilisation de l'Internet. Évidemment, ça dépend toujours des hypothèses, combien de temps est-ce qu'on passe sur l'Internet pour faire une commande et tout ça. Mais c'est comme toujours dans la recherche. Donc oui, c'est possible, mais dans le total de l'impact ou du bilan carbone d'un achat acheté en ligne, c'est pas très significant. Ça reste très limité si on le compare avec le trajet de transport et même avec l'emballage, par exemple. Merci. Ok, donc je prends la deuxième question. Alors, je me rends compte que j'étais en train de parler dans le vide. Donc, c'est pas grave, je reprendrai ma petite discussion juste après. Donc, de Frédéric, merci infiniment. Dispose-t-on aujourd'hui de modèles pour anticiper le bilan carbone de la logistique du futur selon différents scénarios? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Pas nous per se, mais c'est un sujet qui est tellement important et beaucoup de labos de recherche, mais aussi des organisations sont en train de faire. Donc effectivement, on a des modèles, mais comme je disais avant, ça dépend aussi des hypothèses qu'on a pour l'avenir et ça reste toujours très, très difficile, même pour les impacts déjà directs, combien d'achats est-ce qu'on va faire et quoi est-ce que ça remplace, quelle mobilité, quel achat, ça reste déjà un peu difficile à estimer et à prévenir. Mais si on regarde les autres, je m'entends en double, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais ok, si on regarde les 4 comportements que j'avais expliqués avant, de savoir les implications plus générales de notre comportement d'achat et de notre achat en ligne, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en compte dans ces modèles et c'est dommage, c'est quelque chose qu'on peut travailler pour, on doit regarder pour l'améliorer pour le futur. Merci beaucoup, Hélène. Une autre question de Jérôme. Qui régit la réglementation des robots sur les trottoirs? Qui régit
En France, ouais, je pense dans tous les pays, c'est le gouvernement national, mais comme beaucoup des projets, beaucoup de tests et d'expérimentations sont faits dans des villes, c'est décidé aussi en conversation avec des gouvernements régionaux et locaux. En France, il y a quelques concepteurs de livraison, de véhicules autonomes pour la livraison, ce qui est très intéressant à voir. Mais à ce moment-là, ils sont en train de faire leurs tests ailleurs, donc pas vraiment ici en France. Donc, ils travaillent avec des autres parties et ils font, par exemple, des expérimentations en Finlande. Récemment, il y a planifié, je pense, il y a des tests planifiés, mais ça reste encore très limité. Ce que nous avons fait déjà en France, c'est des tests avec des robots livreurs. Donc, c'est au support des gens de livraison et pas vraiment pour les remplacer. Et apparemment, la stratégie, c'est que Postimo utilise la Poste utilise ces véhicules-là et à la base des résultats de ces tests-là, le gouvernement va détailler leur approche pour l'avenir. Et c'est un peu la même chose partout, sauf que, par exemple, aux États-Unis ou en Chine, il y a plus de liberté, ça semble, il y a plus de liberté pour faire des tests sur la route. Merci beaucoup Hélène. N'hésitez pas à poser vos questions comme précisé. En voici une nouvelle. On parle beaucoup de la logistique urbaine pour réduire l'impact environnemental et les délais de livraison. Quelle réalité économique entre cette volonté et le modèle économique de cette logistique au regard des livraisons gratuites et du coût du foncier, notamment à Paris? Oui. Je regarde encore la question. Oui, donc je pense beaucoup, ce qu'on voit maintenant, la majorité de l'impact d'un achat en ligne est causé par la partie transport. Ce sont des transporteurs qui font ça, les entreprises de livraison, selon les services, les conditions de service qu'ils ont accordées avec les commerçants. Donc là, ce que l'entreprise de transport peut faire, ça dépend toujours le service ou les conditions de service proposées par les détaillants et ce que les consommateurs choisissent. Mais c'est vrai que maintenant, on voit une tendance importante pour avoir des entrepôts qui sont plus proches des consommateurs, plus proches de la ville, même au cœur de la ville. Et c'est une tendance très intéressante parce qu'à la fois, ça promet d'avoir une livraison plus durable avec des véhicules électriques, par exemple, avec des cargos vélos, mais aussi, ça rend possible de faire des conditions de service qui sont apparemment toujours très importantes dans cette monde de e-commerce. Et peut-être c'est pas vraiment parce que les commerçants le trouvent très important, mais c'est parce qu'il y a un standard de marché qui est mis en place par parfois des autres entreprises ou des places de marché internationales qui ont mis ce standard en place. Donc, c'est un peu
obligatoire de suivre ces conditions de service. Mais une tendance qu'on regarde maintenant, c'est l'utilisation, par exemple, des places en ville qui est maintenant pas vraiment utilisée comme il faut. Et ce que vous disiez dans votre question aussi, c'est vrai que l'espace en ville est très cher et de cette façon-là, en utilisant les espaces qui n'est pas vraiment utilisés maintenant, on a une opportunité de faire meilleur. Et par exemple, une tendance importante ici à Paris, mais aussi en autre grande ville, c'est l'utilisation des espaces de parking. À Paris, on a, comme je disais, Chronopost qui utilise ces anciens parkings pour organiser la distribution, pour organiser la livraison en ville de manière plus durable, plus efficace. Et effectivement, on a vu que ça permet de réduire les émissions. Et par exemple, à Londres, Amazon a commencé de planifier un projet similaire avec 40 places de parking qu'ils vont utiliser pour faire des livraisons avec des cargos vélos. Donc, de cette façon-là, je pense qu'il y a une vraie opportunité d'utiliser l'espace en ville très précieux, très cher, mais qui est maintenant pas vraiment utilisé comme avant et comme il faut. Merci beaucoup Hélène. Juste avant de répondre aux différentes questions, j'ai pris la parole pour vous présenter notre prochaine programmation, mais étant donné que mon micro était fermé, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance au-delà des slides qui ont été diffusés. Donc, si vous pouviez me dire dans le chat si vous avez pu m'entendre ou pas, ce serait parfait. Mais au-delà, vous avez de toute façon la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble de notre programmation, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, sur notre page dédiée. Je viens de vous remettre le lien dans le… Merci beaucoup Pierre, donc on m'a entendu, c'est parfait. Je viens de vous remettre le lien dans le chat. Voilà, temps compliqué, nous avons mis à votre disposition un jot form et une adresse mail qui s'affiche à l'écran où vous pouvez nous contacter et on vous recontacte dans les 24 heures maximum. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Hélène, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour avoir pris le temps d'organiser avec nous ce webinaire. Merci du temps que vous avez pris pour préparer en amont également ce webinaire. Merci pour votre expertise et puis merci à l'ensemble des participants d'avoir assisté à notre présentation des travaux de la chaire logistique urbaine. Nous restons à votre disposition pour toute question si besoin. N'hésitez pas à aller consulter les différents liens qu'Hélène a mis également dans le chat pour entrer un peu plus en détail dans les différents travaux de la chaire logistique. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bonne journée. Merci encore, Hélène. Au revoir.